Vous écoutez Radio Grand Lac sur le 92.1 FM. C'est une autre histoire. Revivez des grands événements dans la chronique de Julien sur Radio Grand Lac. Eh bien, il est justement 13h tout pile et nous allons retrouver Julien pour une autre histoire. Bonjour Julien. Bonjour Christian, comment vas-tu ? Eh ben ça va très bien, la grande forme en attendant ce soir à 19h pour une émission de jazz. Je fais ma publicité. Oui, tu fais. Voilà, sur Charlie Parker. La note bleue à 19h. La note bleue, voilà, 19h. Alors aujourd'hui, tu vas nous parler de quoi ? D'une bataille, d'une grande bataille. Oui, d'une célèbre bataille qui est probablement la plus célèbre, la plus fameuse bataille de la Seconde Guerre mondiale, parce que nous avons fêté il y a maintenant une semaine les 80 ans de la fin de la bataille de Stalingrad, qui s'est soldée par une victoire écrasante des armées rouges soviétiques sur, bien sûr, la Wehrmacht allemande. Et donc c'est ce que nous allons voir là dans les quelques minutes qui viennent. Eh bien alors, allons-y, la bataille de Stalingrad. Bonjour Christian, bonjour à tous les auditeurs de Radio Grand Lac. On peut également dire bonjour à Sandra et Jean-Pierre qui sont pas très loin, on est sympa, donc non, on pense aussi à eux. Alors aujourd'hui, c'est la 22e émission de notre histoire consacrée aux événements marquants donc de l'histoire locale, parce que la dernière fois nous avons parlé de la guerre franco-savoyarde de 1600-1601. Donc ça peut être du très local, ça peut être aussi du national, et aujourd'hui plutôt une histoire mondiale, puisque nous allons parler de la bataille de Stalingrad, bien sûr, et de la Seconde Guerre mondiale. Donc nous allons quitter les montagnes savoyardes pour plutôt prendre la direction des plaines enneigées et glacées de Russie. De l'URSS, puisque nous sommes en 1942-1943. Et nous allons prendre la direction de la ville de Volgograd. Je vais dire Stalingrad, pour parler de la bataille du même nom, qui est en fait un véritable tournant de la Seconde Guerre mondiale. Pourquoi est-ce que j'ai parlé de la ville de Volgograd ? Tout simplement parce qu'avec la chute du régime soviétique, de nombreuses villes ont perdu leur nom, comme Leningrad, par exemple, qui est devenu Saint-Pétersbourg. Ils ont retrouvé leur ancien nom, voilà. Et bien sûr, Stalingrad, maintenant, c'est la ville de Volgograd. C'est ça, la ville qui est sur la Volga. C'est ça. Donc, vous en avez l'habitude si vous êtes des fidèles auditeurs. Avant de débuter, il faut bien sûr poser le cadre, le contexte géopolitique, et bien sûr, en ces années 1942-1943, celui-ci, il est forcément tourné vers la guerre. Alors, je vais pas être trop long, mais il faut bien avoir en tête que, en fait, l'armée allemande, depuis 1939, elle est inarrêtable. La Pologne a été vaincue en quelques semaines en 1939. Les Pays-Bas, la Belgique, le Luxembourg, la France, la Norvège ont été envahis puis occupés dès 1940. Et ensuite, la Yougoslavie et la Grèce en 1941. Depuis le lancement de l'opération Barbarossa, en fait, c'est l'opération qui marque l'invasion de l'URSS le 22 juin 1941. L'avancée de la Wehrmacht, elle est rapide, grâce à l'emploi d'une tactique qui a déjà fait ses preuves par le passé, qui s'appelle la Blitzkrieg. C'est la guerre éclair, qui mêle l'usage combiné des troupes au sol, donc fantassins et artillerie, l'aviation, c'est la fameuse Luftwaffe, avec les divisions de chars, c'est ce qu'on appelle les Panzer Division. Donc ce sont une stratégie où en fait on essaye de frapper un point particulier avec des avions, et ensuite les chars pénètrent en profondeur pour exploiter les failles ennemies, et ensuite pour occuper le terrain, c'est l'infanterie qui prend sa part. Voilà, puis on peut d'ailleurs signaler que l'emploi de l'aviation à cette époque-là était vraiment très importante chez les Allemands. Oui, tout à fait. Oui. C'est contrairement à nous Français et autres qui n'avions pas encore compris exactement la guerre moderne. C'est ça, complètement. Et puis les Allemands qui avaient aussi pu bénéficier de l'entraînement et des leçons qu'ils avaient tirées de la guerre d'Espagne, puisqu'ils avaient participé aussi à la guerre d'Espagne pour aider Franco à prendre le pouvoir, et donc ils ont un peu rodé les matériels, les tactiques à cette occasion-là. Les Stuka notamment. C'est ça. Donc nous sommes le 5 décembre 1941, les Allemands ont avancé, ils sont même à quelques kilomètres de Moscou. D'ailleurs, il paraît que les Allemands peuvent apercevoir les toits du Kremlin dans leurs jumelles, c'est dire à quel point ils touchent au but, c'est-à-dire prendre la capitale soviétique. Mais bien sûr, vous connaissez l'histoire, bien sûr, les distances incalculables, la météo et surtout l'opiniâtreté et l'abondance des troupes soviétiques freinent l'avancée allemande. On a face aux Allemands des troupes qui sont peut-être pas forcément très aguerries, très motivées, pas très aguerries, mais qui sont très motivées. Et surtout en nombre. Surtout, très, très nombreuses, puisque vous voyez l'immensité du territoire russe. Staline peut compter sur une armée qui est indénombrable.
Donc plus que jamais, l'occasion de... Donc les Allemands sont freinés aux portes de Moscou et plus jamais, l'occasion de prendre la capitale russe ne se représentera. Et pire, les Allemands, non seulement ils sont stoppés devant Moscou, mais ils sont repoussés entre 300 et 300 km de la capitale, ça dépend où on se situe, au niveau du front. En fait, pour synthétiser l'attaque allemande, elle a été prévue sur 3 axes. En direction du nord, donc c'est aujourd'hui Saint-Pétersbourg, à l'époque c'était Leningrad, c'est ce qu'on appelle le groupe d'armée nord. En direction de Moscou, nous venons d'en parler, avec le groupe d'armée centre. Et au sud, avec comme objectif la ville de Stalingrad, avec, je vous laisse deviner, il y a un piège. On aurait pu penser que c'était le groupe d'armée sud, mais en fait non. Il y a eu une petite réforme concernant ce groupe d'armée. Et en fait, il y en a 2. Il y a le groupe d'armée A et le groupe d'armée B. Et c'est à ce dernier, donc le groupe d'armée B, qui est commandé par le général Weiss, que revient l'honneur de prendre Stalingrad. Mais pour lui, la difficulté, elle est double. Il doit s'engager sur un front qui s'étend sur 800 km. C'est énorme. Et il doit aussi dégarnir ses propres troupes pour aller aider le groupe d'armée centre lors d'une grande contre-offensive devant Moscou qu'on appelle l'opération Mars. Alors vous allez voir dans l'heure qui vient qu'on va beaucoup parler d'opérations et surtout de noms de planètes. Nous revenons à Stalingrad et donc cette ville elle revêt une importance multiple. Déjà symbolique parce qu'elle porte le nom de Staline qui est le tout-puissant et incontesté dirigeant soviétique depuis 1922. C'est lui qui a succédé à Lénine. Et ensuite stratégique car la ville c'est un important centre industriel. Elle commande les accès sud de la Volga, puisqu'elle est accolée directement à l'ouest du fleuve. En fait, la ville, elle est, on va dire, dos au fleuve. Voilà. Après les échecs devant Leningrad, qui est en fait assiégé, et Moscou, Hitler, il a besoin d'une victoire sur le front russe. Bien sûr, si Hitler le sait, Staline le sait aussi, et aucun des 2 camps n'est prêt à lâcher quoi que ce soit. En fait, cette bataille, ce sera vraiment un duel à mort. Un duel entre 2 idéologies, j'ai envie de dire que tout oppose, le nazisme et le communisme. 2 armées, nous avons la Wehrmacht d'un côté et l'armée rouge, et entre 2 hommes, Staline et Hitler, qui sont, 2 dictateurs et que tout oppose. Du côté des généraux, donc on a du côté allemand Friedrich Paulus, qui est commandant de la 6e armée allemande, et c'est cette 6e armée qui va être chargée de prendre Stalingrad. Du côté soviétique, on va le voir plus tard, nous avons un homme qui s'appelle Gorgi Zhukov, qui est le futur maréchal de l'armée et officier le plus décoré de l'armée rouge. En fait, c'est une légende dans l'histoire militaire soviétique. Mais nous allons maintenant entrer dans le vif du sujet. La bataille de Stalingrad, c'est en fait le point d'orgue d'une campagne qui débuta en juin-juillet 42, avec d'abord une grande offensive allemande au sud. Alors bien sûr, vous connaissez la Russie. L'hiver, il y a la neige, les températures glaciales, qui ne sont pas forcément propices à de grandes attaques. Ensuite, nous avons le printemps. C'est-à-dire que la neige, elle fond et le terrain, c'est plutôt de la boue. Un bourbier. Qui est aussi pas forcément propice à des opérations d'envergure. Et là, maintenant, nous sommes dans l'été, en juin-juillet, et donc le sol est desséché, et il offre le terrain idéal au Panzer pour avancer. Et force est de constater que cette division de Panzer avance inexorablement. Du côté des Russes, on a aussi changé de tactique. Fini la défense à outrance, qui était forcément vouée à l'échec face à un ennemi mobile et à des chars modernes, et une tactique surtout éprouvée. Maintenant, en fait, on se replie, on fait des retraites dites tactiques, et on défend des zones naturellement fortifiées. Les forêts, les fleuves, les villes. Et on pratique aussi une guerre de harcèlement avec ce qu'on appelle les partisans. Ce sont des personnes qui sont à l'arrière des lignes, parce que la Russie étant un territoire immense, il y a parfois des trous dans les brèches. Donc les soviétiques en profitent pour faire venir des troupes, ce qu'on appelle des partisans. C'est des troupes qui sont plutôt légèrement armées et qui harcèlent les arrières et qui vraiment embêtent les Allemands au niveau du ravitaillement. Donc si on comprend bien, donc eux sont passés derrière les lignes allemandes et les harcèlent. C'est ça, ce qu'on appelle un peu une guerre de partisans, une guerre de harcèlement. En fait, il faut laisser les Allemands pénétrer le plus profondément en URSS pour donner le temps aux Soviétiques de s'organiser. Parce que comment ça se passait avant ? En fait, les Soviétiques blindaient vraiment leur première ligne, qui était enfoncée, et nous avions en fait des encerclements massifs avec parfois 400. Notamment, je crois que c'est l'encerclement de la ville de Kiev, 500 000 prisonniers. Et donc, les Soviétiques étaient conscients qu'ils devaient changer de tactique. C'est pour ça qu'ils préfèrent maintenant les laisser s'enfoncer profondément dans le territoire pour avoir le temps de s'organiser et puis mener des contre-attaques d'envergure.
Alors, nous sommes maintenant le 15 juillet, et Adolf Hitler est euphorique. Il déclare même « les Russes sont finis ». C'est vrai que au sud, les Allemands avancent bon train. Les Allemands, plus largement, sont enthousiastes et ils changent leur dispositif initial, comme je l'ai dit, et ils divisent en fait leurs forces au sud en deux. Il y a une partie de l'armée qui doit s'enfoncer dans le Caucase. Alors pourquoi le Caucase ? C'est parce que là, il y a les champs de pétrole soviétiques. Oui. Donc vous imaginez l'importance pour l'une ou l'autre des parties de posséder ces champs de pétrole, parce qu'on connaît les carences en ravitaillement et notamment en énergie et en essence de l'Allemagne. Exactement. Donc ils veulent vraiment prendre cette part du gâteau. Et une autre armée, elle prend la direction de Stalingrad, qui est en fait, comme je l'ai dit tout à l'heure, un verrou sur la Volga. Mais pour prendre Stalingrad, il faut aussi traverser un autre fleuve qui est important. Ça s'appelle le Don. Nous allons en reparler tout à l'heure. Donc, les Allemands divisent leurs forces. Hitler, il leur donne même l'ordre à 2 Panzer-divisions qui étaient justement prévues pour l'attaque vers Stalingrad de se rendre en force en France par crainte d'un futur débarquement. On est en 1942, le débarquement n'aura lieu que 2 ans plus tard. Il y a certainement un manque de clairvoyance et il y a 5 autres divisions qui sont envoyées plus au nord du côté de Leningrad qui est assiégé. Donc, réorganisation, donc ça veut dire changement de plan. Bref, 18 jours sont perdus. Et on sait qu'en ces temps où chaque jour compte, parce que il faut essayer de prendre l'ennemi à défaut et par surprise, le temps est perdu pour les Allemands, mais pas perdu pour tout le monde, parce que ces précieuses journées, elles sont mises à profit des Russes pour organiser les défenses. Les ordres de Staline, ils sont clairs. La ville de Stalingrad sera défendue jusqu'au dernier homme, d'autant plus que des renforts venus de Moscou commencent maintenant à arriver. On a parlé d'une contre-offensive qui s'appelle l'opération Mars. Alors c'est une contre-offensive qui a complètement échoué, mais cette contre-offensive, elle s'est arrêtée, et donc maintenant, on peut rapatrier des troupes vers le sud. Donc, le général Paulus est aussi confronté à un autre problème. Il est nommé, comme je l'ai dit, à la tête de la 6e armée le 5 janvier 1942, mais par contre, il n'a jamais exercé de commandement sur le terrain. C'est un bon officier d'état-major, mais il n'a pas l'envergure du futur maréchal Rommel, qu'on appelle le renard du désert, un sens tactique du général von Manstein, qui est en fait celui qui a créé le plan d'attaque de la France en 1940, ou alors l'allant, on va dire même le courage d'un Guderian, qui est aussi une personne, un général très célèbre pour avoir commandé des armées blindées, notamment en France, et qui parfois faisait fi un peu des ordres de ses supérieurs et qui avait l'intelligence nécessaire pour exploiter les failles dans le dispositif ennemi. Mais en fait, on a le général Paulus, qui est un bon officier, un bon général, mais qui est plutôt un officier d'état-major, et on va voir que cela peut poser des problèmes. Nous sommes en août 1942. Malgré des problèmes en ravitaillement et la résistance soviétique, les Allemands réussissent à 65 km de Stalingrad leur dernier encerclement de la guerre. Après cela, ce sera terminé. Il n'y aura plus d'encerclement d'envergure. L'assaut est proche. On voit que les Allemands sont à quelques kilomètres. Et les Allemands vont mettre en œuvre une tactique déjà éprouvée, celle en principe, je dis bien en principe, de la prise de la ville, par une tactique dite de la tenaille. Alors on n'est pas dans la tenaille de la forêt de Machecoul, là c'est vraiment une tenaille assez importante, je parle de plusieurs dizaines de milliers d'hommes, par le nord-ouest et donc par le sud-ouest, pour en fait enserrer la ville comme en fait des serres comme ça, et la prendre le plus, croyait-on, le plus facilement possible. En fait, les Allemands traversent le fleuve qui s'appelle le Don, D-O-N, et maintenant ils s'organisent pour prendre la ville, qui est peuplée en 1942 de 500 000 habitants. Et je te propose, cher Christian, avant d'entrer dans le vif de la bataille, de faire une petite pause musicale. Eh bien, on se fait une pause musicale avec Bernard Lavilliers, Noir et Blanc. Radio Grand Lac. Votre radio. C'est une autre histoire. Revivez des grands événements dans la chronique de Julien sur Radio Grand Lac. Alors Julien, maintenant on va rentrer vraiment dans le vif du sujet de cette bataille de Stalingrad. On est au mois d'août. C'est ça. 42. Nous sommes en août 1942 et à Stalingrad il fait chaud, très chaud, et cela va trancher avec les températures des mois suivants. Cela nous indique aussi que les forces allemandes qui sont sur place au mois d'août ne sont peut-être pas forcément équipées pour affronter des périodes très froides. Oui. C'est en fait une armée de 300 000 hommes qui se prépare du côté des Allemands et des Alliés, parce qu'ils sont aidés par une partie des forces armées des pays de ce qu'on appelle l'Axe. Donc il y a des Italiens, des Hongrois et surtout des Roumains. Le 23 août, Paulus se rapproche, il est à 25 km de Stalingrad et les mortiers lourds sont à portée
d'un pont ferroviaire stratégique puisqu'il permet le ravitaillement de la ville de Stalingrad. Bien sûr, les Allemands qui ont l'habitude des conquêtes et de l'utilisation de leur matériel détruisent ce pont. Et on va dire que, puisque, comme je l'ai dit, Stalingrad est adossé au fleuve de la Volga, qui est un fleuve immense, ils sont presque coupés du monde. En tout cas, pour le moment, ils vont éprouver de grandes difficultés à être ravitaillés. Mais les Allemands, ils ont aussi des difficultés à gérer. Bien sûr, l'étirement des lignes de communication. Rendez-vous compte qu'ils sont à 1600 km de leur base, on va dire, en Allemagne, quoi. Donc, vous imaginez les distances qu'il faut franchir pour ravitailler les troupes en essence, en matériel, en munitions. Déjà, bref, on connaît déjà ce problème à l'heure actuelle. Voilà, tout à fait. Finalement, ça n'a pas changé. C'est ça. Sur des lignes qui sont continuellement harcelées, parce que je l'appelle tout à l'heure, les partisans soviétiques. Dans les premiers jours de la manœuvre allemande, la surprise, elle est totale chez les soviétiques. Alors, ils sont informés quand même par des déserteurs et ils leur disent que la Wehrmacht, elle est proche, et même plus proche que ce qu'ils pensaient. Les ouvriers des usines sont réquisitionnés, ils sont armés de fusils. Les civils qui sont inaptes au combat sont évacués. Et les renforts arrivent. Mais les renforts soviétiques arrivent petit à petit. Pour donner de coups de grâce et affoler la population, Hitler ordonne à l'aviation de se mettre en action, comme cela a été le cas notamment en Hollande. On se souvient du bombardement de Rotterdam, mais également en France, avec des villes qui ont vraiment été rasées. En l'espace de quelques heures, il y a 600 bombardiers en piqué Stuka et des bombardiers Junker 88 qui bombardent la ville et ses faubourgs. Bilan, 40 000 morts et des quartiers entiers qui sont ravagés. Une partie de la ville est en ruine et ces ruines, elles seront aussi utilisées par les soviétiques pour en faire des cachettes. Parce que bien sûr, quand on est dans des ruines, on peut facilement les utiliser comme étant des défenses, on va dire, enfin, pas naturelles, mais des défenses improvisées. Fin août, les Allemands sont euphoriques et Staline perçoit le danger. Il appelle donc son, entre guillemets, pompier de service, Zhukov, qui va être maintenant chargé d'organiser la défense de Stalingrad. Pour s'organiser, il lui faut du matériel, des hommes, et il lui faut surtout du temps, parce qu'il sait que la prise de la ville, elle est normalement imminente. Pour cela, il obtient de Staline un délai de 48 heures. On est vraiment dans un timing serré. Quand on voyait tout à l'heure les 18 jours de perdus dans le haut commandement, par le haut commandement allemand, avec les tergiversations, les troupes qu'on dégarnit, qu'on envoie sur d'autres fronts, on voit qu'ils auraient pu être utilisés à meilleur escient. Et donc, pendant ces 48 heures, Zhukov, il lance des contre-attaques massives, qu'on peut même qualifier de contre-attaques suicides, qui se soldent toutes par des massacres, mais qui empêchent les Allemands d'avancer. Tout simplement parce que les Allemands se retrouvent stoppés parce qu'ils voient vers eux des vagues entières de soldats allemands, de soldats soviétiques avancer. Et donc, eux, ils sont stoppés, ils défendent leur territoire et ils ne peuvent plus avancer et donc ils ne peuvent plus reprendre la ville. Nous sommes en septembre. Les Allemands sont enfin rentrés dans la ville avec des combats urbains qui démarrent. Et bien sûr, avec ces combats urbains, démarrent les difficultés. Parce que les chars ne peuvent pas manœuvrer aussi aisément dans une cité que dans une plaine. La cité, elle est, comme je l'ai dit, en ruine, et ce sont ces chars qui sont un peu stoppés et qui doivent aussi manœuvrer de manière très lente, sont des cibles faciles pour les armes anti-chars. Je ne sais pas si vous voyez un peu, pour faire un petit parallèle, toujours pour rester en Russie, lors de la bataille, la guerre en Tchétchénie, quand on voyait des chars, je ne sais pas si vous avez cette image en tête, mais les chars qui étaient dans Grozny, qui étaient complètement immobilisés, parce qu'en ville, ils n'ont pas moyen de manœuvrer. C'est moins pratique. C'est moins pratique. D'autant plus que l'ordre a été donné de renforcer et transformer en blocos chaque maison, chaque immeuble. Et des tireurs d'élite font des ravages dans les lignes allemandes en visant en priorité, bien sûr, les officiers, les gradés, à l'exemple de Vassili Zaïtsev. Si vous avez vu le film de Jean-Jacques Hano, Stalingrad, vous voyez très bien de qui je veux parler, qui tua quand même 225 soldats et officiers, juste avec son fusil. La stratégie des soviétiques, elle prend en fait petit à petit forme. Il faut retarder l'avancée allemande dans la ville et lancer des contre-attaques sur les flancs ennemis, parce que vous savez qu'habituellement, les attaques sont plutôt portées par le centre et les flancs sont forcément les moins bien garnis en armes. Le 14 septembre, les soldats allemands approchent de ce qu'on appelle le débarcadère. C'est là d'où proviennent les matériels et les renforts. Et c'est un point vraiment stratégique parce que prendre le débarcadère, c'est en fait couper Stalingrad de tous les renforts qui, pour venir, traversent la Volga. Ce point stratégique, il est chèrement défendu. Il y a 6000 hommes qui se sacrifieront pour le garder. Le temps pour une division d'élite soviétique qu'on appelle la 13e division d'élite de la garde
de débarquer et de garder ce débarcadère. En fait, pourquoi je parle de débarquement ? Comme je l'ai dit, Stalingrad s'est situé au dos à la Volga et ne peut recevoir des renforts que par le fleuve. Et des renforts par le fleuve et de nuit. Parce que la journée, nous avons l'aviation et l'artillerie qui pilonnent sans cesse les bateaux. En journée, il y a parfois des tentatives de sortie qui sont effectuées, mais quasiment tout le temps, les fameux Stuka coulent ces navires et on a parfois des compagnies entières qui sont dans le fond du fleuve et qui meurent avant d'avoir pu combattre. Quelques jours plus tard, donc certains de la victoire, les journaux allemands titrent « Chute de Stalingrad », mais Goebbels, qui est le chef de la propagande, en interdit la diffusion, et pour cause, Paulus n'a toujours pas donné la confirmation de la prise de la ville, tant chaque mètre de terrain pris coûte cher en hommes. Les Russes sont solidement retranchés sur les points hauts de la ville, et dans le secteur qu'on appelle le secteur des usines, dont la fameuse fabrique d'usines de tracteurs, qui a été chèrement défendue, et une usine nommée Octobre Rouge, en référence à la révolution de 1917. Absolument. Au début du mois d'octobre, une partie de la ville est aux mains des Allemands, au prix de 8000 morts et de 30 000 blessés. Les généraux soviétiques ont demandé à leurs troupes de coller au maximum les Allemands, c'est-à-dire d'être au plus proche des lignes ennemies, afin d'atténuer l'efficacité des bombardements aériens. C'est stratégique. Vous imaginez bien que quand on est en avion, parfois il y a des loupés, et il faut vraiment être sûr de son coup, et quand on a un ennemi qui a seulement quelques mètres de soi, on n'a pas forcément envie qu'un avion se trompe de cible. Voilà. Sûr. Donc c'est l'ordre qui a été donné aux soviétiques, c'est de coller au maximum les Allemands. En fait, on combat maison par maison, cave par cave, et les soviétiques, ils ont reçu l'ordre de ne, pas chercher à comprendre. D'abord lancer une grenade et ensuite pénétrer dans le lieu. Les combats sont terribles, bien sûr, pas de quartier, pas de prisonniers. Les renforts russes arrivent en masse, près de 100 000 hommes, mais ces renforts ne compensent qu'à peine les énormes pertes déjà subies. Paulus, quant à lui, ne reçoit aucun renfort ou si peu, et Zhukov, il se prépare à mettre en place l'opération Uranus. J'ai parlé de l'opération Mars, voilà, l'opération Uranus. En fait, cette opération, c'est la percée des lignes allemandes, puis l'encerclement dans Stalingrad. En fait, en gros, on inverse la situation. Pour cela, bien sûr, il faut à tout prix tenir la ville, et Zhukov, il peut compter maintenant sur de l'artillerie, disposée en nombre sur l'autre rive de la Volga, une aviation qui commence à poser de sérieux problèmes à la Luftwaffe. Paulus y tient le centre de la ville, le nord et le sud, et au lieu de lancer des attaques sur les flancs de l'ennemi, et donc de les couper de ses arrières, c'est-à-dire de mettre le paquet pour prendre ce fameux débarcadère, il s'acharne en fait dans des assauts frontaux meurtriers. Il avance petit à petit, mais au prix d'énormes pertes. Nous sommes entre le 11 et le 18 novembre, les Allemands avancent, mais ne parviennent toujours pas à se rendre maîtres de toute la ville. Au soir du 18 novembre, après 2 mois de combats ininterrompus, de combats urbains, il y a un certain calme qui étreint la ville. À l'extérieur, nous avons une immense armée russe de près de 500 000 hommes, aidée par 900 chars et des centaines de pièces d'artillerie. Et cette armée se tient prête. Elle peut aussi compter sur les fameuses Katyusha, qu'on appelle les orgues de Staline. Et en fait, ce sont des lance-roquettes multiples qui sont disposées sur des camions et que l'on reconnaît parce qu'elles ont un cri, un sifflement très caractéristique. Ouais. Et quand vous êtes ennemi et que vous entendez ce bruit de roquette, alors c'est pas forcément bon. Ouais, c'est pas bon. C'était pas forcément très précis, mais ça provoquait une véritable terreur. Ah oui, parce que par camion, je ne sais pas, mais les appareils qui lançaient ces missiles, il devait y en avoir 48, je crois. Oui, c'était environ une cinquantaine. Une cinquantaine, c'est ça. Et donc, vous imaginez, vous multipliez le nombre de camions par 50. Voilà, vous voyez à peu près l'étendue des dégâts. Donc, l'effort principal de la contre-offensive, il sera porté au nord, sur bien sûr le point faible du dispositif ennemi. Et le point faible de ce dispositif, ce sont les divisions roumaines, qui étaient chargées et de contenir, depuis l'été, une importante poche de résistance devant une ville qui s'appelle Kremenchkaya. En fait, pour vous la faire courte, vous avez les Allemands qui sont face au fleuve. Il y a un endroit où il y a une sorte de poche de résistance soviétique. Et prendre le fleuve, c'est important, parce que si vous prenez le fleuve, vous voyez ce qui se passe en face. Et les Roumains n'ont jamais réussi à pénétrer jusqu'au fleuve. Ouais. Donc les Soviétiques se sont renforcés dans cette zone et ont pu, entre guillemets, tranquillement, contenir les Roumains qui étaient quand même moins bien équipés et moins bien commandés que les armées allemandes. Il faut dire qu'elles n'avaient peut-être pas forcément aussi la même motivation.
Donc au début de l'été, le rapport de force il était nettement en faveur des Allemands. Là maintenant, avec l'organisation de l'opération Uranus, les choses elles changent. Les Soviétiques, ils auront pendant les combats une supériorité en hommes de 2,2 contre 1, c'est-à-dire un combattant allemand pour 2,2 combattants soviétiques. Et au niveau des chars, le rapport de force est encore plus à la faveur des Soviétiques, puisque nous sommes à 2,7 contre 1. Mais quels sont les objectifs de l'opération Uranus, cette opération qui a été approuvée, et les objectifs aussi, approuvés par Staline lui-même depuis septembre? Nous l'avons vu, il s'agit de frapper en priorité les Roumains, mais aussi d'atteindre le fleuve Don, dans une ville qui s'appelle Kalash, qui est en fait à l'ouest de Stalingrad, pour empêcher l'arrivée des renforts allemands. Donc c'est ce qu'on appelle un enveloppement extérieur, c'est qu'on empêche les renforts ennemis d'arriver. De rejoindre les troupes allemandes. Et ensuite, à partir de cet encerclement, anéantir petit à petit la 6e armée de Paulus. On parle ici d'un enveloppement intérieur, puisqu'il faut maintenant que ces troupes qui ont encerclé viennent maintenant prendre Stalingrad, qui est quasiment à la main des Allemands. Nous sommes le 19 novembre, le calme précaire, il est brisé par un immense barrage d'artillerie. Nul ne le sait, mais c'est en fait ce jour que s'est jouée la Seconde Guerre mondiale sur le front de l'Est. Et pour parler un peu plus de l'opération Uranus, nous allons nous préparer pendant la pause musicale, Christian. Et bien voilà, on va en reparler pendant qu'on écoute Superbus Butterfly. C'est une autre histoire. Revivez des grands événements dans la chronique de Julien sur Radio Grand Lac. Et maintenant, Julien, nous allons entrer dans la contre-offensive, en fait, la contre-offensive russe. C'est ça. Et cette contre-offensive, elle est lancée le 19 novembre 1942. Et comme attendu, les troupes roumaines, elles sont vite submergées. Les Russes, ils avancent très vite, même trop vite pour les Allemands qui, eux, sont encore empêtrés à Stalingrad. Kalash sur le Don, qui était l'objectif majeur, est prise dès le 23 novembre. Et donc, Stalingrad est devenu ce en allemand, on appelle un Kessel, c'est-à-dire un chaudron, dans lequel sont enfermés entre 200 000 et 300 000 Allemands. C'est énorme. C'est ça. Les estimations, elles varient, mais les historiens s'accordent pour dire vraisemblablement 250 000 hommes. Paulus, qui est un homme intelligent, il perçoit quand même le danger mortel qui plane sur sa 6e armée, et il demande, le soir du 23 novembre, à 21h30, la possibilité d'évacuer Stalingrad, sous peine, bien sûr, d'un anéantissement qui voit venir. Dès le lendemain, l'ordre de Hitler y tombe. Nein, résister quoi qu'il advienne, ce sont les ordres. Le ravitaillement se fera donc exclusivement par voie aérienne, puisque toutes les lignes de communication sont coupées. Les Allemands sont encore maîtres des terrains d'aviation, et pour pouvoir tenir sur la durée, en fait, Paulus il calcule, il prend le nombre d'hommes qu'il a, il multiplie par le nombre de kilos de matériel et de munitions dont il a besoin chaque jour, et donc pour lui c'est 500 tonnes par jour. Et donc celui qui va entrer en jeu, c'est Hermann Göring, qui est en fait le ministre de l'aviation, et il le promet, la Luftwaffe, elle peut y arriver, mais en fait il ne semble pas tenir compte de plusieurs facteurs. L'hiver qui approche, la quantité indénombrable de batteries anti-aériennes russes et un survol pour les avions allemands de moins maintenant 50 km en territoire hostile, et une aviation soviétique qui est aussi de plus en plus nombreuse. Alors peut-être qu'il dit à Hitler qu'il peut y arriver, tout simplement parce qu'il a peur, comme beaucoup, exactement, d'annoncer la vérité et de dire que c'est mission impossible. Donc, si Staline, il a son pompier de service, on l'a vu, qui est le général Zhukov, lui, Hitler, il doit faire aussi appel à son joker, qui est Heinrich von Manstein. C'est l'homme qui a été, on l'a vu, à l'initiative de la percée des Ardennes en 1940, et qui a pris la ville fortifiée de Sébastopol, qui est située en Crimée, et c'était en 1942. Avant de mener une contre-offensive, il faut que les Allemands stabilisent le front, organiser les moyens. Et en fait, le temps, il manque, d'autant plus que le ravitaillement par air, il est bien loin des 500 tonnes demandées et promises par Göring. Parfois, on a 100 tonnes par jour, au mieux, souvent une cinquantaine de tonnes, c'est-à-dire 10 fois moins que ce qui a été demandé, et parfois, on n'a rien du tout. Il suffit que les plafonds soient bas, que le ciel soit couvert, et donc impossible pour les appareils d'atterrir. Oui, rappelons quand même qu'on est en novembre. C'est ça, novembre en Russie. C'est pas pareil. C'est ça. Paulus, il est donc seul, et il n'a pas d'autre choix que de tenir ses positions jusqu'à l'arrivée des renforts de von Manstein, qui lui a planifié une opération qui s'appelle Orage d'hiver. Nous sommes le 12 décembre, et malgré des températures nocturnes de l'ordre de moins 20 degrés,
la contre-attaque débute et progresse même de 20 km par jour. C'est-à-dire qu'au début, la contre-offensive de von Manstein, elle réussit. Il arrive même à 50 km de Stalingrad. Et les Allemands, ils peuvent entendre, et ils arrivent même à voir la canonnade ininterrompue qui est en train de tomber sur les forces allemandes qui défendent Stalingrad. En fait, les Allemands, ils ont que 50 km à faire. 50 km qui séparent la 4e armée de von Manstein et la 6e de Paulus. L'opération, elle semble vraiment à portée de réussite. Mais pour cela, elle nécessite une poussée de Stalingrad vers l'extérieur. Il faut que les troupes allemandes rejoignent von Manstein. Ça ne peut pas être qu'à sens unique. Il faut qu'ils fassent la jonction, quoi. Mais pour ça, il faut que Paulus abandonne Stalingrad et fasse la jonction, comme tu l'as dit, avec von Manstein. Mais abandonner Stalingrad, ça veut dire enfreindre les ordres de Hitler. Et cela, c'est impossible dans l'esprit de Paulus. Et donc, entre les tergiversations de Paulus, les attaques continues des Russes, à la fin décembre, toute tentative de secourir Stalingrad, elle est perdue. D'autant plus qu'en cette fin d'année 1942, la Volga, elle est gelée. Il y a une épaisse couche de glace sur la Volga et les renforts peuvent maintenant arriver plus facilement vers Stalingrad, puisque avant, le fleuve était une barrière naturelle. Maintenant qu'il est gelé sur des couches importantes de glace, le ravitaillement peut traverser le fleuve tranquillement. Côté des Russes, nous avons des renforts, et côté allemand, nous avons rien du tout. La 6e armée, elle est livrée à elle-même, avec comme mission de mourir pour Stalingrad. Nous sommes le 8 janvier, le général russe Rokossovski, il propose à Paulus de cesser le combat, en échange d'un retour garanti pour lui et ses troupes en Allemagne à la fin de la guerre. Est-ce qu'il aurait tenu sa promesse ? Pas sûr. On l'ignore, pas sûr. Paulus, bien sûr, il ne peut pas accepter parce qu'il sait que pour lui, ça signifie une condamnation à mort pour lui et peut-être aussi pour sa famille. Parce qu'on sait comment ça se passe quand on est jugé pour trahison sous l'Allemagne nazie. Donc, il ne peut de toute façon pas lâcher. Il faut qu'il tienne Stalingrad le plus longtemps possible. Alors, la bataille, elle continue. Et quand je parle de bataille, on peut aussi parler de boucherie, car partout, en fait, les hommes meurent de faim, les blessés sont abandonnés à leur sort, et ceux qui ont la chance d'être opérés, ils le sont faute de matériel, sans anesthésie. On imagine l'horreur des combats à Stalingrad. Alors, côté allemand et côté soviétique, pareil. C'est vraiment plus qu'une bataille, c'est vraiment une boucherie. Sur les terrains d'aviation, on a des candidats qui sont pour la plupart blessés. Eux, ils doivent rentrer en Allemagne pour se faire soigner. Et donc, on assiste sur les aérodromes à des combats presque à mort pour trouver une place dans un appareil. Et c'est pas parce que vous prenez place dans un appareil que vous allez arriver vivant en Allemagne, parce que comme je l'ai dit, il faut maintenant traverser les lignes ennemies. Le 16 janvier, il y a le terrain d'aviation de Pitomnik, qui est en fait le principal terrain d'aviation et la principale voie de ravitaillement qui est prise, suivi le 22 de l'aérodrome de Gumrak. En fait, les deux aérodromes sont pris, et maintenant, pour ravitailler les Allemands, il faut faire des parachutages, et maintenant, de nuit. On a parlé des renforts soviétiques qui ne se faisaient au début de la bataille seulement de nuit par peur d'être coulés par l'aviation allemande. Et maintenant, c'est les Allemands qui sont pris à leur propre piège. Le ravitaillement ne peut se faire que de nuit et par parachutage. Et pour la petite anecdote, donc faut vous imaginer, vous avez une armée qui subit le froid, les combats, qui attend du ravitaillement, donc de la nourriture, des munitions, parce que les munitions commencent à manquer. Et on a une anecdote vraiment qui nous éclaire sur l'aveuglement de l'état-major allemand, donc de Göring et de Hitler, c'est que parfois les Allemands voyaient des parachutes tomber avec du ravitaillement, ils le voyaient, ils risquaient leur vie pour le prendre, et à l'intérieur il y avait parfois des préservatifs. Ah oui, mais donc voilà. Donc vous imaginez-vous un peu quand vous êtes à la place d'un soldat qui s'imagine avoir gagné quelques heures de répit, un peu de réconfort avec de l'alimentation. Eh bien, on leur envoie des choses qui n'ont rien à voir avec les combats. Donc bien sûr, dans ces conditions, la poche allemande, elle se réduit de jour en jour. Alors, nous avons des Allemands qui résistent aussi farouchement. Les chars russes, les fameux T-34, ils avancent sur les arrières allemandes. Et c'est en fait une nuée de fantassins prêts à en découdre et surtout mieux équipés pour affronter les températures glaciales qui s'abattent sur les lignes allemandes. Certaines compagnies russes sont même équipées de skis. Et c'est bien pratique pour combattre et se déplacer dans la neige. Quand vous avez 50 voire 60 cm de neige, c'est quand même mieux d'avoir des skis. Et bien sûr, les Russes qui ont l'habitude du climat, eux peuvent bénéficier de cet atout. En fait, à la fin janvier, la situation elle est désespérée. Même l'armée de von Manstein, elle a dû reculer face aux coups de butoir des Russes
En fait, l'occasion de sauver la 6e armée, elle est définitivement perdue. Et Paulus, pour sauver ce qui peut l'être, d'une destruction qui est imminente, il demande l'autorisation de se rendre. Car en fait, toutes les réserves sont épuisées. Et Hitler n'a qu'une seule réponse à la bouche, la capitulation est impossible. Les Allemands, ils sont conscients qu'ils ne peuvent affronter les Soviétiques en périphérie de Stalingrad. Donc ceux qui sont dans les faubourgs s'engouffrent dans la ville, qui offre bien sûr une meilleure protection, et aussi pour trouver un abri. C'est plus facile de défendre une ville, comme je l'ai dit tout à l'heure, dans des ruines que dans des faubourgs ou dans des plaines. Malgré les ordres, des groupes de plus en plus importants de soldats allemands lèvent les mains en signe de reddition. Pour eux, ce sera une longue marche à pied à travers la Russie, par minimum moins 20 degrés. Et encore, quand je parle de 20 degrés, c'est vraiment le minimum, parce que les températures la nuit peuvent descendre bien en dessous des moins 20. D'autres, pour éviter ce supplice, ils tirent leurs munitions et ils gardent juste leur dernière cartouche pour mettre fin à leur jour, pour éviter d'être prisonniers. Le 30 janvier, pour exhorter Paulus à tenir et à ne pas être fait prisonnier, Hitler le nomme maréchal, car dans l'histoire allemande, jamais un maréchal ne capitula. C'est peine perdue. Le lendemain, Paulus fait part aux soviétiques de sa volonté de reddition. L'histoire retiendra le nom du lieutenant Yelchenko comme celui qui a reçu officiellement l'offre allemande, et les combats prendront fin à Stalingrad le 2 février. Donc il y a quasiment 80 ans, jour pour jour. La joie des soviétiques, elle est indescriptible. 2500 officiers sont capturés, 24 généraux. 100% de l'équipement de 21 divisions est perdu du côté allemand, qui ont perdu également 500 chars et 650 avions. Les Roumains, qui ont été alliés et qui ont subi le premier choc de la contre-offensive soviétique, ont perdu l'intégralité de leurs 100 000 hommes déployés. Du côté soviétique, si on prend juste l'opération Uranus, c'est 154 000 hommes qui ont été perdus, 2900 chars et 700 avions. Quand je vous dis que la résistance allemande a été farouche, c'est vraiment réel. Pour faire un décompte total, on pense que la bataille de Stalingrad, donc si on prend l'offensive allemande, la conquête de Stalingrad, puis la contre-offensive Uranus, c'est 2 millions de morts entre les soldats et les civils. On a bien sûr une joie indescriptible du côté des soviétiques et une volonté de se venger de l'envahisseur, car partout des prisonniers sont exécutés, les blessés sont achevés, bien sûr. Comme du côté allemand, on ne respecte pas la convention de Genève, qui, pendant la Seconde Guerre mondiale, a été vraiment mis sous le tapis. 91 000 hommes allemands sont faits prisonniers, et seuls 5 000 retrouveront les terres allemandes plusieurs années après la guerre. À l'image de cette guerre, cette bataille, elle semble en fait avoir nié l'humanité de chacun. Comme je l'ai dit, cette bataille est en fait une boucherie. Pour les soviétiques, Stalingrad marque un tournant majeur. Et pour les Allemands, cette ville, c'est quand même le cercueil de 140 000 hommes. Comment la Wehrmacht, pourtant au début de la bataille en supériorité numérique, n'a pas pu et n'a pas su remporter la victoire? Les explications, elles sont nombreuses et elles sont complémentaires. Bien sûr, un excès de confiance de Hitler, qui a vu les choses en grand, en scindant le front sud en deux, comme on l'a vu. Avant même la prise de Stalingrad, on aurait pu peut-être comprendre qu'il veuille s'engager dans le Caucase une fois la ville prise, mais en fait, il a anticipé les choses et il a divisé ses forces. Le refus d'Hitler d'accepter les replis indispensables pour sauver la 6e armée, même si la résistance à outrance, elle a quand même fixé une quantité impressionnante de divisions russes, permettant en fait de sauver l'ensemble du front sud. C'est en fait en fixant les soviétiques, la 6e armée, elle s'est sacrifiée pour sauver ce qui pouvait l'être, notamment dans le Caucase, qui se retrouvait aussi dans une situation très difficile. On a aussi comme explication à la défaite des alliés de l'Axe, donc italiens, hongrois et roumains, qui étaient sous-équipés et peu motivés à s'engager à faire une guerre qui n'était pas la leur. Peut-être que ces troupes auraient été plus utiles sur un autre secteur du front. Oui, un autre secteur moins compliqué. Moins compliqué, ou peut-être pour faire la guerre à des partisans, mais pas en première ligne. En tout cas, ils n'étaient pas adaptés pour mener cette guerre. Et aussi l'effort soviétique industriel qui était considérable. Au second trimestre de l'année 1942, c'est-à-dire en 6 mois, l'URSS a produit 25 000 avions, 25 000 chars, et 25 000 avions et 25 000 chars. Et 30 000 pièces d'artillerie. Faut vous imaginer un peu la capacité industrielle de ce monstre qui était l'URSS. Et bien sûr, en dernière explication, on a une armée rouge qui bénéficiait lors de l'opération Uranus d'une supériorité numérique écrasante, et bien sûr la volonté
du haut commandement soviétique d'en découdre. Ils voulaient en fait venger l'affront de l'opération Barbarossa. Le retentissement de la bataille de Stalingrad, il est énorme. En Allemagne, une journée de deuil national est décrétée. Et durant 3 jours, la radio diffuse de la marche de la musique funèbre. En fait, oui, maintenant, aux yeux du monde, l'armée allemande, elle peut être battue et peut même être sèchement battue. Si vous souhaitez en savoir plus sur cette bataille, je vous incite vraiment à lire le numéro 11 de la revue Guerre et Histoire, dont le dossier intitulé Stalingrad, nouvelle vision d'une bataille mythique, nous en apprend plus sur les derniers travaux des historiens, et notamment sur l'importance et les fortunes diverses des opérations Mars et Uranus, qui sont complémentaires mais qui ont eu des destins différents. Les années 42-43 signent en fait le début de la fin pour les forces de l'Axe, avec la défaite d'El Alamein en Afrique du Nord, et dans le Pacifique, la bataille de Guadalcanal, qui prendra fin le 9 novembre 1943, une semaine après Stalingrad, quasiment, il y a 80 ans, jour pour jour. Mais ça, bien sûr, Christian, c'est une autre histoire. Entre lac et montagne, Radio Grand Lac, c'est votre radio. Alors maintenant, on va arriver aux questions. Aux questions, justement. Questions pertinentes, mais non moins intéressantes. Justement, je me demandais, ce maréchal Paulus, qu'est-ce qu'il est devenu après lui ? Eh ben, après la capitulation de sa 6e armée, Paulus il fut détenu par les soviétiques jusqu'à la capitulation de l'Allemagne en mai 1945. En 1946, afin, en fait, on pense de se soustraire à ses propres responsabilités, il est témoin du côté de l'accusation lors du procès de Nuremberg, où il désigne en fait les militaires qui étaient accusés, donc Model, Keitel et Göring, comme responsables de la guerre de conquête et surtout de destruction à l'Est. En fait, ce témoignage lui vaut une haine des autres prisonniers allemands en URSS, qui eux étaient conscients aussi de sa responsabilité dans les massacres survenus, notamment lors de la bataille de Stalingrad. En fait, on pense que Paulus a échangé en fait sa vie contre son témoignage. Et son témoignage lui vaudra, comme par hasard, de ne jamais être inculpé par un tribunal militaire. En 1949, alors qu'il sait son épouse mourante, les Russes lui interdisent de se rendre à son chevet. Les conditions de détention, alors même pour un maréchal, étaient quand même pas celles d'un simple soldat de deuxième classe, mais en tout cas, ils lui interdisent de se rendre en Allemagne. Il va quand même retourner en Allemagne de l'Est, bien sûr, qui était occupée par les Soviétiques, en 1953, où il dirige ce qu'on appelle le Bureau de recherche d'histoire de la guerre à la Haute École de la police populaire. Dans l'Union soviétique, on aimait bien les noms à rallonge. En fait, lui, il aspirait à avoir vraiment un commandement, mais cela lui a été refusé. Donc, qu'est-ce qu'il fait ? Il donne des conférences et il écrit des articles sur la bataille de Stalingrad. Comme beaucoup de généraux allemands, il essaie de donner sa vision, et en donnant sa vision, bien sûr, en n'assumant pas forcément ses responsabilités. Donc, il y a un ouvrage très célèbre qui a été diffusé par Guderian qui s'appelle Achtung Panzer. Voilà, et en fait, beaucoup de généraux et maréchaux allemands écrivent à l'issue de la guerre, car ça peut paraître étonnant, mais après la Seconde Guerre mondiale, beaucoup de généraux, de maréchaux, après avoir été en captivité, ont servi sous les drapeaux. Donc, parfois en Europe de l'Est, et parfois aussi en Europe, en Allemagne de l'Est, et parfois en Allemagne de l'Ouest, où ils ont retrouvé parfois des commandements, tout simplement parce qu'ils étaient utiles pendant la guerre froide. L'encadrement aussi, ils avaient besoin d'encadrement. C'est ça, ils avaient besoin d'encadrement. De la guerre. Tout à fait. En fait, il est plus proche des gradés soviétiques que des anciens combattants allemands, en fait, qui ne vont jamais lui pardonner son attitude à l'encontre des autres gradés de l'armée après la guerre. En fait, toute sa vie, il va payer un peu son attitude pendant le procès de Nuremberg. On lui a toujours accusé de ne pas avoir assumé ses responsabilités. Paulus va décéder en 1957 dans sa villa de Dresde, où il est enterré avec les honneurs militaires qui lui sont rendus par l'armée soviétique. Son nom sera en fait le synonyme de la débâcle de Stalingrad, mais en fait, sa responsabilité, elle est bien sûr certaine, mais elle n'est pas exclusive. Hitler, qui avouons-le, avait quand même eu une intuition extraordinaire lors de l'attaque de la France en mai-juin 40, avec la fameuse percée des Ardennes, a perdu ses moyens lorsque les difficultés s'accumulaient à l'Est. Il faut dire que lorsque les combats réussissent, on a un peu tendance à écouter son entourage. Quand les combats tournent au vinaigre, on a un peu tendance à leur
à leur faire porter le chapeau. Voilà. Et on ne voit pas forcément ses propres failles. Et bien sûr, Hitler, en refusant d'évacuer la 6e armée à Stalingrad, il a bien sûr condamné pour une mort quasiment tous les hommes qui la composaient. Et pourtant, cette 6e armée, elle était très expérimentée, très bien équipée, et elle aurait pu aussi porter à l'avenir de coups sérieux à l'armée soviétique. En étant encerclée, elle n'a plus eu aucune efficacité. En fait, Paulus, il a manqué d'autorité pour désobéir aux ordres d'Hitler, mais en fait, est-ce qu'il avait seulement le choix ? Il n'avait ni l'envergure, ni l'aura d'autres généraux qui étaient plus expérimentés, et surtout, il n'avait, avant Stalingrad, jamais exercé un commandement direct. Il y avait une grande différence entre le commandement au sein des états-majors, on peut dire pour être un peu péjoratif, des généraux de cartes, voilà. Des généraux de salon. Des généraux de salon, et avoir des responsabilités sur le terrain. Et ça, des généraux qui avaient eu par le passé des responsabilités sur le terrain, mais Hitler en avait énormément. On a parlé de von Manstein, on a parlé de Rommel, qui lui par contre était plutôt en Afrique du Nord, on a parlé de Guderian, mais plus le temps avançait, plus les revers s'accumulaient, et plus Hitler délestait de ses généraux les plus méritants. Mais peut-être, mais cela nous le saurons jamais, que Paulus n'était tout simplement pas l'homme de la situation. Les soviétiques, de leur côté, ils ont pleinement tenté et bien sûr réussi leur pari, en prenant le temps de concentrer des forces, en fixant l'armée allemande sur un point, et bien sûr en organisant une contre-attaque sur le point faible du dispositif, et en quelques jours, en encerclant cette 6e armée qui a été bien sûr condamnée à mort. Donc voici pour cette première question, Christian, mais je vois qu'en plus on n'aura peut-être pas forcément le temps d'en avoir une deuxième. Non, simplement, je voulais revenir sur les chiffres des pertes allemandes. Est-ce qu'on a un chiffre précis là-dessus ? Alors, parce qu'on a 250 000 hommes encerclés. C'est ça. Dans Stalingrad, mais il y en avait aussi un peu aux alentours. Oui. Aux alentours. Donc le bilan pour l'Allemagne, il faut partir sur 100 000 hommes tués, blessés, disparus. 100 000 autres ont été en captivité, donc il faut partir sur 200 000 hommes. 200 000 hommes. Voilà, sur un total global, toute la campagne de 2 millions, bien sûr, parce que les soviétiques ont perdu des hommes, mais par quantité incroyable, et également les pertes civiles également qui ont été aussi très importantes. Mais il faut aussi ajouter aux 200 000 pertes allemandes les 100 000 Roumains qui, eux, ont été en quelques jours, mais vraiment décimés, quoi. Ils ont subi un barrage de feu, mais incroyable. Ils n'avaient tout simplement pas la possibilité de résister. Ni de répliquer, ni même de s'en sortir. Voilà, ni de s'en sortir. Ouais. Si vous êtes intéressé par ce qu'on appelle les wargames, il y a un super jeu qui s'appelle l'Opération Uranus. C'est un jeu qui est sorti dans les années 90 par un éditeur qui maintenant n'existe plus, qui s'appelle Tilsit. Et vous pouvez recréer sur une carte l'Opération Uranus. C'est très bien fait. Je passe parfois quelques heures à y jouer tout seul. Donc s'il y a quelqu'un qui veut venir jouer avec moi dans mon salon, voilà, vous êtes le bienvenu. Et on se donne rendez-vous le mois prochain, Christian ? Le mois prochain, je ne sais pas si je serai là, puisque au départ, ça devait être le vendredi 10, mais je crois que tu as décalé, non ? Oui, c'est avancé au 3, parce que le 10, à Challes-les-Eaux, nous recevons Marianne James, donc je ne vais pas pouvoir venir. Voilà, donc non, on ne se verra pas. Donc ce sera Jean-Pierre qui sera avec toi le 3. Donc. C'est ça, et on va parler de la vie de Jean-François Champollion, qui nous a quittés au mois de mars, c'était en mars 1832, et nous allons revenir sur la vie de qui est le plus grand égyptologue de l'histoire et qui a quand même réussi à déchiffrer les hiéroglyphes grâce à la pierre de Rosette. Alors on va voir que c'est pas vraiment ça. C'est pas tout à fait ça. Mais la pierre de Rosette a aidé. Mais il va surtout s'aider de cartouches de temple d'Abou Simbel. Et on va voir un peu comment... Très bien. Mais on va parler de la pierre de Rosette, bien sûr. Voilà. Très très bien. Merci à tous, merci Christian. Merci Julien, il est 14h. Est-ce qu'on n'annoncerait pas ton émission de ce soir ? Écoute, je l'ai fait déjà tout à l'heure, mais on va le redire. Allez, on le La Note Bleue, émission sur le jazz, à ce soir à 19h. Voilà, donc principalement dédié ce soir à Charlie Parker, ce saxophoniste merveilleux qui a eu une très courte vie, puisqu'il est mort à l'âge de 34 ans. Et donc 19h, c'est bien le début de l'émission, jusqu'à 20h30. On parlera aussi dans la dernière demi-heure d'autres musiques autres que le jazz, mais des morceaux que moi, depuis que j'écoute de la musique, j'aime bien. Et j'aime bien aussi en faire profiter les autres. Est-ce que vous allez parler de Luna Parker, celle qui a fait les États d'Amérique ? Les États d'Amérique, non, je vois bien. Non, je vais pas en parler là ce soir. Non, ce sera plutôt sur du rock progressif. D'accord. Ce soir.
dans la dernière demi-heure. Voilà, bon après-midi à tous. Bonne journée, au revoir. Au revoir.